Je me suis aussi penché sur les ténèbres. Les armes vont parler. Quantité de nos systèmes politiques ont été forgés par des hommes qui ont conquis le pouvoir par la violence. Je suis le roi. Je suis maître de mon destin. Tout paraissait possible, plus haut, plus loin, plus fort. L'amour, c'est quelque chose qui va traverser tous nos combats. Une femme qualifiée d'ambitieuse, c'est une femme dangereuse. On était des révolutionnaires, on allait changer la société. Démêler le vrai du faux grâce à l'histoire. Le voilà, le chemin de la liberté.
Salut. Tu veux prendre ? Très bien. Rebonjour à celles et à ceux qui étaient déjà là ce matin et bonjour à celles et à ceux qui viennent d'arriver pour cette deuxième séance de notre programme du jour autour des Jeux Olympiques et de la façon dont ces Jeux Olympiques font face à l'histoire. On a évoqué ce matin la naissance et les promesses de ces Jeux Olympiques et de l'olympisme dans la première moitié du XXe siècle. On s'est arrêté aux portes de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire d'une certaine manière, puisqu'on était aux alentours de 1936 et de la Seconde Guerre mondiale. On a parfois fait quelques petites incursions sur la période postérieure, mais on va commencer justement par cette période postérieure, après la Seconde Guerre mondiale, et sur la capacité que l'olympisme a eue au fil du temps à épouser son époque et à se rapprocher d'aujourd'hui, avant, dans la dernière table ronde, de poursuivre et d'aller jusqu'à une vision prospective justement de cet olympisme adapté à l'époque qui vient. Alors si on commence avec nos 4 invités, je les présente. Marianne Amar, historienne, responsable du département de la recherche au Musée national de l'histoire de l'immigration, mais qui a fait sa thèse sur cette question du sport et qui a continué à y travailler pour un numéro que je vous montre de la revue Esprit, qu'elle a coordonné juste avant l'été, puisque c'était le numéro du mois de juin. L'olympisme est-il hors jeu? Et cette question du jeu est importante, elle nous en parlera dans un instant. À côté de moi, Gabriel Barnasconi, qui est le responsable culture et olympisme du CNOSF, qui nous accueille et que nous remercions de nous accueillir. Pierre-Louis Basse est au bout, il est journaliste, écrivain, il a travaillé sur énormément de figures de sportifs dans le XXe siècle. Et à côté de lui, Fabien Archambault, qui est historien, maître de conférences en histoire contemporaine à Paris 1, et qui va également nous donner une vision historique de cette après-Seconde Guerre mondiale. Marianne Amar, qu'est-ce qui change avec la Seconde Guerre mondiale et d'une certaine manière, en quoi vous pouvez faire le joint? Vous avez déjà commencé à le faire tout à l'heure dans une discussion à distance avec Pierre-Louis Basse dans la salle. Qu'est-ce qui change avec cette Seconde Guerre mondiale et la renaissance, pourrait-on dire, après la Seconde Guerre mondiale, de l'olympisme et du mouvement olympique? J'aurais tendance à dire qu'au début, presque rien ne change. C'est-à-dire que Siegfried Edström, dont on a parlé ce matin, devient président après le décès du comte Baillet-Latour. Donc voilà, il est président du comité international olympique. Tous ceux qui l'entourent sont toujours là. Alors bien sûr, il y en a qui sont emprisonnés par les soviétiques, notamment de l'ancien comité olympique allemand. Il y en a qui sont morts, mais enfin, tout le monde est là. Et d'ailleurs, au fond, la fin de la guerre, ça passe un petit peu... voilà, il ne voit pas vraiment ce qui est en train de se passer. Par exemple, excusez-moi, donc moi j'ai pris des papiers parce que de temps en temps je voudrais faire quelques citations parce que j'aime beaucoup les archives. Donc le 21 juin 1944, on fête le 50e anniversaire du renouveau des Jeux Olympiques. On fête ça en Suisse, 21 juin 1944, donc 2 semaines après le débarquement. Il ne s'est rien passé le 6 juin. On est le 21 juin en Suisse, il ne s'est rien passé le 6 juin 1944, et donc tout ce petit monde est là. Karl Victor von Alt, qui est donc un nazi notoire, est là. 2 ans avant, pour l'enterrement de Baillet-Latour, le Führer avait envoyé une gerbe de fleurs, il y avait des insignes nazis à peu près partout. Donc voilà, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Alors, il y a quelques prudences de Edström, mais pas grand-chose. Et puis le 16 mai 1945, c'est une autre date que j'ai repérée, donc là on est... 8-10 jours après la capitulation, selon la date qu'on choisit. Et là, il y a Madame Zanki, qui est secrétaire du CIO, qui est donc en Suisse, écrit à Edström, qui lui est en Suède. Vous ne devez avoir aucune crainte que je laisse personne consulter nos archives. Donc le secret de la guerre, Madame Zanki veille et le secret de la guerre seront bien gardés. Je fais un pas de côté pour dire que tout a changé et que j'ai rarement vu des archives aussi accessibles que celles de l'olympisme aujourd'hui à Lausanne. Si vous y allez, que vous demandez à consulter la correspondance des années 40-46, d'Edström, de Brundage, etc., ils vous apportent une petite boîte, vous dites « Ah non, pas encore des microfilms », pas du tout. C'est un disque dur et vous pouvez copier ce que vous voulez. Donc là, vraiment, il y a une transparence maintenant de l'olympisme pour ces années-là. Je dis pour ces années-là, le reste, je ne sais pas, qui est vraiment entière. Donc je tiens quand même à le souligner. Donc toi, Emmanuel, au début, il se passe pas grand-chose.
Mais enfin, il se pose des questions. Il y a des questions qui sont très très vite posées. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'Allemagne et qu'est-ce qu'on fait du comité olympique allemand? Qu'est-ce qu'on fait des soviétiques qui sont quand même du côté des vainqueurs et avec lesquels on n'a pas forcément des affinités du côté du CIO? Et puis, finalement, assez vite, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces nouveaux pays qui s'émancipent, qui deviennent indépendants ou en tout cas plus autonomes par rapport aux métropoles? Donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on leur donne des comités olympiques? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on force les puissances impériales à donner l'indépendance ou pas? Voilà, tu vois, on en est là. Ça veut dire que, par exemple, un petit pays qui peut être l'Inde, par exemple, en 1947, on va se demander s'il a le droit d'avoir un comité olympique ou comment ça se passe? Oui, alors c'est une émancipation provisoire, mais par exemple, dès 1946, il y a toute une liste de pays, donc je ne les ai pas copiés, hein, donc j'en suis désolée, mais où on se dit, voilà, il y a des demandes pour, je me souviens, la Syrie, le Liban, donc, tous les protectorats, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils ont le droit d'accéder? C'est en 1949 qu'il y aura un article nouveau de la Charte olympique qui décide que les dominions, les colonies peuvent avoir un comité olympique autonome. Ça dépend des métropoles. Et là, on anticipe, mais en gros, tout ce qui relève de l'Empire britannique pourrait accéder à l'indépendance sportive au moment de l'indépendance politique, voire avant. Et du côté de la France, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire pas d'indépendance, sauf le Vietnam, mais parce qu'il y a peu de champions vietnamiens. Et pour la Tunisie et le Maroc, l'autonomie olympique viendra après l'indépendance. C'est-à-dire que les deux pays devront un peu batailler auprès du CIO pendant 1 ou 2 ans pour se voir reconnaître un comité olympique autonome. Bon, ça, j'anticipe un peu. Donc, tu vois, on en est là. On a les mêmes acteurs au sein du CIO. C'est les mêmes, c'est ceux de la guerre, de l'avant-guerre, mais on a des questions nouvelles qui vont se poser, et c'est vrai que c'est l'intérêt de ce que moi j'appelle la décennie de bascule 45-55, c'est qui va faire quoi en fait, voilà. Et donc il y a quelque chose aussi qui se joue au moment des Jeux de Londres en fait sur tout ça. C'est un peu une scène, en 48. une mise en scène en 48, une mise en scène de l'olympisme et une mise en scène de l'ancien monde et du nouveau monde olympique qui arrive. Donc, en ce sens, vraiment des jeux tout à fait chargés de symboles. Alors, dans ce nouveau monde qui arrive, il y a effectivement la place qu'on peut faire à l'URSS, vainqueur de la guerre, tu l'as dit, mais qui, d'une certaine manière, ne correspond plus à une majorité des pays qui gouvernent, en tous les cas, le CIO et dont on ne sait pas très bien quoi faire. Oui, alors l'URSS arrive en 52, donc en 48, ils ne sont pas, parce que prudent, le CIO qui sait que de toute façon, certains ont été emprisonnés par les soviétiques, donc ils savent très bien que l'URSS finira par rejoindre le mouvement olympique. Mais en fait, ils bottent un peu en touche en disant ils vont d'abord que l'URSS rejoigne les fédérations internationales, et puis on verra ensuite, et après ça va assez vite, hein, et dès 52 ils sont là. Mais la question qui est peut-être posée, c'est celle des démocraties populaires, puisqu'en fait c'était des pays qui étaient là avant la guerre, donc on ne peut pas les chasser. Et donc, ils sont là, mais avec des nouveaux modes de gouvernement. Donc, tout ça se fait, j'allais dire, selon les accommodements ordinaires de l'olympisme, c'est-à-dire que... Et des démocraties populaires, c'est-à-dire qu'on envoie au CIO des gens un peu neutres, pas engagés, qui rappellent l'ancien temps, qui jurent que tout ça, qui sont complètement indépendants du pouvoir, que voilà, mais comment on pourrait penser que... Et en fait, voilà, ça se fait comme ça, mais ce qui est vrai, c'est que l'arrivée de l'URSS, on en a parlé aussi un petit peu ce matin, pose la question de l'amateurisme, ou en tout cas du financement du sport. Et des sportifs. Et des sportifs, mais si on revient à l'intitulé de la séance, ça ne concerne pas uniquement les démocraties populaires ou l'Union soviétique. Ça concerne aussi, par exemple, en France, les réformes de 1945 font que les fédérations, donc un pouvoir délégué de l'État, que les sommes versées à la préparation olympique sont en nette augmentation. Alors évidemment, par rapport à ce qui se passera dans les années 60, ça reste encore très médiocre, mais néanmoins. Et donc, à un moment, Massard écrit
au CIO en disant mais enfin c'est un scandale, notre gouvernement entend surveiller notre utilisation du budget de la préparation olympique. C'est-à-dire que par exemple, au nom de l'efficacité de la dépense publique, le gouvernement dit à la préparation olympique, vous n'allez pas envoyer n'importe qui au jeu, parce que c'est de l'argent, donc vous allez envoyer que des gens qui sont potentiellement des finalistes. Et donc, tout d'un coup, l'État franchit un truc, ce n'est pas uniquement l'utilisation de l'argent, mais presque sur les modes de sélection. Sur la question de l'autonomie aussi. Sur la question de l'autonomie. Et là, alors du coup, on va un peu vite, mais je ne résiste pas à vous lire la réponse que fait le CIO à la... à la demande française. À la demande française, à la protestation française de comment, etc. Et donc là, Otto Mayer, qui est donc le chancelier du CIO, répond à Massard, sans vouloir me mêler des affaires olympiques françaises, je comprends, écrit en Capital, un peu le gouvernement qui accorde un crédit de 150 millions de francs à un comité de vouloir contrôler comment cet argent est dépensé. Et ensuite, il ajoute, que dire des pays de l'Est ? Ne croyez-vous pas que ce sont les gouvernements qui dirigent tout le mouvement olympique dans ces pays ? Et que peut faire le CIO ? Point d'interrogation, rien. Écrit en Capital. Donc là, on voit bien que le changement, que ce soit l'intervention de l'État dans le domaine économique, dans le domaine social, que ce soit la planification en France, on voit bien que on aurait tort de penser que les questions d'intervention de l'État et de droit de regard sur l'olympisme ne concernent que l'URSS. En fait, il y a aussi dans les démocraties occidentales, mais qui ont une économie maintenant mieux ou plus encadrée par l'État, la question elle est également posée. Alors, avant de revenir à un deuxième tour de table avec toi, posons la question à Fabien Archambault, qui veut remonter un peu avant la Seconde Guerre mondiale pour nous dire en quoi l'après-Seconde Guerre mondiale est très différent de ce qu'on a pu connaître auparavant. Qu'est-ce qui justifie, d'une certaine manière, un autre régime, selon vous, un autre régime des Jeux Olympiques à partir des années 1950, tout en sachant que les traces ou les prémices de ce qui se passe à partir des années 50 remontent au milieu des années 30. Qu'est-ce qui justifie ce nouveau régime pour l'historien que vous êtes et qu'est-ce qui vous dit il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer et de monter en puissance ? Alors l'hypothèse qu'on peut faire, à mon avis, c'est répondre à la question de savoir pourquoi les Jeux Olympiques n'ont pas disparu dans les années 20. On en a parlé pas mal à l'occasion des Jeux de 2024, que c'était le centenaire des Jeux de Paris 1924, qui, de l'avis de tout le monde, était un fiasco retentissant. C'est pas ce qu'on a dit cette année. Alors, on aurait dû insister là-dessus. C'est que, par exemple, Lotto, l'ancêtre de l'équipe, dans un éditorial qui faisait le bilan des Jeux de 1924, disait « Vos Jeux », donc en s'adressant au CIO, sont une rigolade. Ah oui. C'est le stade de Colombes est vide, à moitié, même pour les grandes compétitions d'athlétisme. L'hypothèse qu'on peut faire, qui est celle qu'avait fait l'historienne américaine Barbara Keyes, c'est que le saut, on va dire, quantitatif, c'est-à-dire à partir duquel les Jeux Olympiques deviennent un vrai événement mondial inscrit dans la culture de masse qui s'ouvre aux classes moyennes et non plus à une élite aristocratique, c'est les Jeux de Los Angeles en 1932. C'est pas 24, c'est 32. C'est 32, c'est là où les Jeux prennent une autre dimension et les Jeux de Berlin en 1936 ne sont qu'une répétition de ce qui s'est passé à Los Angeles en 1932 et le comité d'organisation des Jeux de 36... C'est une tragédie plutôt qu'une répétition comique. Donc dire qu'en fait, par exemple, toutes les innovations qu'on attribue au régime nazi, oui. Par exemple, Leni Riefenstahl sur la manière de filmer les sportifs, et notamment dans Les Dieux du Stade, qui sort en 1938, qui est le documentaire officiel des Jeux de 1936. En fait, elle était à Los Angeles en 1932 pour voir comment la Metro-Goldwyn-Mayer elle-même faisait en fait ces petits instantanés qui ensuite sont diffusés gratuitement dans toutes les actualités cinématographiques du monde, à l'initiative du comité d'organisation des Jeux de 32. Et donc, dans les Jeux de 32, en gros, c'est la première forme qui montre que l'olympisme, pour assurer sa survie, devient une des formes de l'américanisation culturelle du monde. Donc, on a étudié cette américanisation. On sait qu'elle commence par la culture de masse, le cinéma, la chanson, dès l'entre-deux-guerres, et qu'ensuite, après 1945, ce sera la culture d'élite. Là, on est justement dans le sport, et donc il y a à la fois un comité d'organisation qui est peuplé d'industriels et donc qui vont assurer
l'ouverture des Jeux à ces grands sponsors, Coca-Cola, etc. Enfin, toutes les multinationales américaines sont déjà là en 1932. Et c'est Coca-Cola qui, par ailleurs, a américanisé le Père Noël dans le monde entier à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais c'est une autre histoire. Mais ça fait partie de l'américanisation. Mais vous avez Avery Brundage, qui est un promoteur immobilier. Vous avez William Garland, le président du comité d'organisation, qui est le promoteur immobilier, en gros, de la région de Los Angeles. C'est lui qui crée le village olympique. Vous avez Louis Meyer, le président de la Metro-Goldwyn-Mayer, etc. Et de manière plus discrète, mais tout aussi importante, la YMCA. Donc là, en fait, c'est... Alors, Marianne parlait des archives de l'Olympis qui sont à Lausanne. Il faut aller voir d'autres archives qui sont à Genève, qui sont l'Alliance universelle de la YMCA. Donc la fameuse YMCA pour les jeunes garçons et les jeunes femmes, etc. Exactement. Et des sortes de camps de jeunesse. Et donc là, en fait, on voit comment, au début des années 20, la YMCA propose ses services au CIO en disant « Vos jeux deviendront mondiaux si nous assurons en gros la création de comités olympiques un peu partout dans le monde ». Donc vous avez parlé de l'Inde, par exemple. Qui crée le comité olympique indien pour les Jeux de 1924 à Paris ? C'est les missionnaires de la YMCA présents en Inde. C'est surtout l'Amérique latine dans les années 20, une partie de l'Asie, et après 1945, ce sera l'Afrique. Et à chaque fois, c'est eux en fait qui amènent cette culture sportive olympique. Alors, elle a plusieurs caractères. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent autant au sport ? Donc là, ça renvoie au débat du protestantisme américain. Donc en gros, ils sont prémillénaristes, c'est-à-dire en gros, ils ont une vision pessimiste du moment où le Christ reviendra régner sur terre pendant 1000 ans, et c'est là que les forces du mal se déchaîneront. Donc il faut être prêt au combat. Et pour être prêt au combat, il faut faire du sport, il faut être des athlètes du Christ. C'est des survivalistes avant l'heure, quoi. Alors ils sont, c'est le monde des sectes protestantes américaines, et donc qui explique en fait leur très grande discrétion. C'est-à-dire que pour eux, c'est aussi le succès des antennes de la YMCA dans le monde entier. Ils ne demandent pas une conversion. Ils considèrent que faire du sport, en soi, même si on ne s'en rend pas compte, même si on n'en est pas conscient, est un acte, est être un bon chrétien et se préparer au combat final. Et donc, ils ne se mettent jamais en avant. Mais ils ont une exigence qui est le strict respect de l'amateurisme, parce qu'ils s'opposent, eux, aux grandes ligues professionnelles américaines. Alors ça doit être difficile de tenir le strict respect de l'amateurisme dans le contexte où les industries culturelles américaines, Hollywood en particulier, est à l'œuvre, par exemple, sur les Jeux de 1932. Donc comment fait-on pour tenir les deux bouts de la chaîne en même temps ? Eh ben, en fait, ce sont les mêmes personnes. C'est-à-dire que Brundage, par exemple, est un protestant prémillénariste. Donc il y a l'idée que le sport est à la fois un acte religieux et une bonne préparation au capitalisme. C'est une compétition entre égaux où le meilleur finira par l'emporter. Mais avant de rentrer dans la vie compétitive, dans la compétition économique, il faut cette phase où on est assuré d'être un bon chrétien, puisque aussi dans le protestantisme, il y a un rapport direct à Dieu et l'idée que la réussite matérielle individuelle est une forme d'élection divine. Ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'il y a une porosité beaucoup plus grande qu'on pourrait l'imaginer entre le CIO, les organisateurs des JO dans ces années-là, avec le monde tel qu'il va, d'une certaine manière. Que ça soit, c'est ce que disait tout à l'heure Marianne, avec les pulsations du monde entre l'Est et l'Ouest, le communisme et le capitalisme, etc., mais aussi l'argent, les mouvements chrétiens, etc., et qu'il n'y a pas une sorte de forteresse qui serait en Suisse et qui serait une forteresse qui ne serait pas attentive au mouvement du monde. C'est là où la question, est-ce qu'il a su épouser son époque, l'olympisme, d'une certaine manière ? Oui, tout de même. Oui, alors au sens, tout ce groupe d'industriels autour de Brundage qui prend le contrôle en gros des Jeux à la fin des années 20, au début des années 30, a une réflexion par ailleurs sur la nature de l'impérialisme américain. C'est-à-dire après la domination britannique dans le monde, il y a un postulat anticolonialiste. C'est-à-dire qu'en gros, les Américains domineront le monde sans avoir besoin de conquérir le monde. C'est eux qui forgent l'expression d'American Way of Life. C'est par la séduction du mode de vie américain qu'on arrivera en gros à abolir les frontières. Et donc eux, en fait, c'est la version sportive de cet American Way of Life, c'est l'Olympic Way of Life, et ce qui explique qu'ils vont à Berlin. C'est-à-dire que finalement, Berlin, c'est qu'un épiphénomène. À partir du moment où les Jeux sont devenus américains,
en soi, les jeux vont porter le virus de la démocratie, de l'affrontement pacifique entre les nations, du libre-échange. Ça n'a pas très bien marché, pour la suite de Berlin en tous les cas. Eux voient plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, pour les missionnaires de la YMCA, de toute façon, le combat final, il viendra dans plusieurs siècles. Donc c'est l'Armageddon, mais très très éloigné. L'important, c'est que les jeux, qui sont devenus en gros un événement mondial qui permet de diffuser cette idéologie, puissent persister. Alors, par exemple, sur la YMCA, ils auraient pu être gênés, par exemple, par la cérémonie d'allumage de la flamme, donc qui est une cérémonie nazie qui est voulue par Goebbels, qui est là pour marquer la filiation, la pseudo-filiation entre la Grèce antique et la fameuse Grèce blanche, et la race aryenne, etc. Et eux, tout de suite, la réinterprètent. Non, en fait, la grande prêtresse olympique qui allume la flamme, en fait, c'est la métaphore de l'évangile de Luc sur le feu de Dieu. C'est les lumières du sport qui vont dissiper les ténèbres des dictatures dans le monde. Ça veut dire qu'il suffit d'aller aux archives de la YMCA pour voir ce travail en train de se faire, et en tant qu'historien découvrir que là où on ne voyait qu'un CIO d'une certaine manière soit laïcisé, soit à distance du monde, on peut voir effectivement rentrer ce monde chrétien et protestant des États-Unis dans les décisions du CIO. Oui, et alors moi j'y suis arrivé par le basket, c'est qu'en fait je travaillais sur le basket, donc forcément on passe par la YMCA à un moment donné, et donc là on tombe, sur ces archives. Alors par exemple sur l'amateurisme, la question de l'amateurisme, 1932 est le vrai moment où il y a un strict amateurisme qui se met en place, avec notamment par exemple l'exclusion de Paavo Nurmi, donc il y a la grande star de l'athlétisme des années 20, qu'on fait venir jusqu'à Los Angeles pour l'exclure la veille de la dernière épreuve des Jeux, le marathon. Il faut en faire un exemple, c'est-à-dire que jusque-là le CIO avait des règles assez souples sur les règles de rétribution des athlètes amateurs, mais à partir du moment où ça devient des protestants américains, là par contre on réagira très sévèrement. Alors deuxième chose, c'est pour ça que l'URSS vient aux Jeux Olympiques. C'est que en fait ce mouvement de convergence vers le monde sportif international qui débute après 1945, en fait il est déjà là en 1934-1935. Pourquoi ? Parce que les soviétiques ont compris que cette guerre froide culturelle, elle se jouera sur un des terrains de l'américanisation culturelle que sont les Jeux Olympiques. Et alors après, la YMCA a tout à fait conscience, par exemple, que les pays du tiers-monde, en gros, qui vont accéder aux indépendances, utiliseront les Jeux comme d'une plateforme de revendicative. Mais alors, ça leur pose pas de problème. Dans la première discussion de ce matin, on a vu poindre par l'intermédiaire de ce que disait Pierre Assouline la question de la spectacularisation. Et donc cette spectacularisation, vous la voyez, vous, poindre en 1932 et pas avec la naissance de la télévision, avec ce que disait Daniel Potra à la fin, c'est-à-dire à chaque fois une étape technique qui permet soit de faire du direct, soit faire du ralenti, soit etc., et que cette spectacularisation du sport, elle est déjà à l'œuvre dans ce moment-là. Oui, alors il y a plusieurs exemples qui le montrent. Par exemple, le podium, c'est une innovation de Los Angeles. C'est Louis Meyer qui dit que les médailles qui se remettaient à la fin des Jeux, où tous les athlètes médaillés défilaient devant le chef d'État qui leur remettait, il faut faire quelque chose. Donc on crée un podium, on crée le hissage des drapeaux, on crée l'hymne national, parce que ça permettra de faire des capsules vidéo. Mais un petit clip, quoi. Qu'on pourra envoyer ensuite diffuser, puisqu'il y a aussi toutes les industries médiatiques américaines. C'est-à-dire le système du telex est perfectionné pour quasiment donner des résultats en temps réel à l'occasion des Jeux de 1932. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Pierre Lubas, tu as travaillé depuis longtemps sur ces questions de sportives, pour des livres que tu écrivais, mais aussi pour en faire le commentaire en tant que journaliste. Est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi cette spectacularisation t'a toujours paru comme étant une sorte de poison qui travaillait le corps sportif et qui allait trop loin parfois? Est-ce qu'il y a cette dimension telle que je viens de la décrire qui est présente dans ta critique de l'olympisme ou ton regard porté sur l'olympisme? Avant de l'évoquer, juste prolonger ce qui vient d'être dit, il y a aussi une question d'atmosphère. Tout de même, vous avez très bien raconté la bataille culturelle qui se joue au plus haut niveau. Les studios Moshfilm à Moscou,
avec parfois de très bons films d'ailleurs. Et puis Hollywood, dirigé par un mec de la CIA, il y a une bagarre. Bon. Mais l'atmosphère, c'est quand même Van Braun qui va filer les codes nucléaires aux États-Unis après avoir bossé pour l'Allemagne nazie. Karajan qui va diriger tranquillou les orchestres sans qu'on le dérange. Barbie qui va se recueillir avant d'être arrêté bien plus tard sur la tombe de Napoléon aux Invalides. Il faut, l'atmosphère est là. Et donc elle influence forcément ces jeux et ce contexte olympique et son évolution. Un dernier mot sur cette absence totale de dénazification. Je renvoie aux travaux de Chapoutot, actuellement, l'historien. Pas de dénazification, donc on ne voit pas pourquoi elle toucherait les Jeux. Juste une anecdote. En 1947, se tient à Klagenfurt, là où il y avait le tunnel, le camp de la mort du Lobel Pass. Il se trouve que mon grand-père y était, et un jour il me raconte, il me dit Pierre-Louis, tu vois, j'étais membre du jury qui devait juger les bourreaux en 1947 et aller à Klagenfurt. Ça a été vite fait, ça a été arrêté vite fait parce que le procureur était un ancien nazi de très haut niveau et torturait les uns et les autres. Donc on est dans cette atmosphère-là. Et donc le procès a été reporté sine die en 1960. Sur cette question du spectacle, intégré, dirait, ou Debord ou Pasolini, parce que c'est ça le moment. Guy Debord, oui. Ou Pasolini, encore mieux, mais dans les écrits corsaires. Là, c'est un peu tôt, parce qu'effectivement, je vais un peu tempérer l'enthousiasme qu'on a pu avoir. En tout cas, il y a des questions à se poser sur la quinzaine là, des Jeux. On est dans un spectacle devenu incritiquable. C'est-à-dire qu'il y a eu de très belles choses. Il y a eu des choses extraordinaires. Qui pouvait penser, imaginer en France sortir littéralement de Freaks de Todd Browning, c'est-à-dire qu'avoir des hommes et des femmes ayant des handicaps, mais nous offrir des performances démentielles. Je suis désolé, mais moi je n'avais jamais vu un nageur comme le Brésilien, une sorte de tronc d'homme humain, mais plus humain que bien des humains, gagner cette compétition. Et le spectacle qui l'entoure. J'avais jamais vu, ou très rarement, même par hasard, des clochettes sur un ballon de foot. Ouais, avec le CC-Foot, avec Gaël qui est ici. La question qui se pose maintenant, est-ce que c'est un spectacle pur ? Est-ce que ça n'est que du spectacle ? Ou est-ce que les enfants de nos collèges vont avoir un peu plus que 2 heures de sport par semaine ? En gros. C'est-à-dire le temps de lasser tes chaussures, le sport est déjà terminé. Et est-ce qu'on va donner les moyens à la situation du handicap en France et en Europe et dans le monde, pour qu'il y ait une vraie prise en charge, des moyens et une avancée civilisationnelle. Je ne l'ai pas tellement, je l'ai pas vu, je l'ai pas tellement entendu. Là pour le spectacle, je suis en effet très. Quand un garçon demande en mariage un autre garçon ou une femme à un garçon, peu importe, qu'importe, mais qui a de l'amour. Dans une compétition devant les caméras de télévision. C'est beau une fois. 15 fois par jour, c'est plus un événement, c'est de la communication. Pure. Donc là, on est entré dans quelque chose, et à la fois massification des événements de sport, on voit bien la lassitude qui se profile pour ce qui est du football. C'est un autre débat, mais il est pas loin. Il y a une lassitude, parce que trop de compétitions, on ne connaît même pas le nom des compétitions. Trop d'argent, trop de faits divers, trop de haute technologie. Trop de haute technologie et victoire de la télévision totale, en effet. Le sport, c'est le poète uruguayen Eduardo Galeano qui disait cela il y a déjà 40 ans à propos du football. Le football est toujours beau, je l'aime, mais hélas, il appartient désormais à la télévision. Bon, on y est, le VAR, etc. Donc, toutes ces questions-là, je pense, doivent rebondir pour ce qui est de l'avenir des Jeux Olympiques et de cette compétition qui reste bien évidemment unique, mais qui ne l'est pas tant que ça. Voilà. Alors justement, on est avec Gabriel Bernasconi, donc vous êtes responsable culture et olympisme au CNOSF, puisque la question est l'adaptation, pourrait-on dire, de la notion même d'olympisme aux sociétés qu'elle traverse, cette notion. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette adaptabilité, cette adaptation? On a dit il y avait des adaptations, des jeux, pourrait-on dire, qui étaient des jeux de dupes. On disait ça dans la première table ronde avec disons, un amateurisme marron qui permettait de dire qu'on était toujours amateur, mais avec des gens qui n'étaient plus.
Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette adaptation, par exemple, aux évolutions du monde contemporain? On en parlera dans la prochaine table ronde. Et en quoi, justement, cette question, quand on le regarde depuis le CNOSF et depuis le travail que vous y menez, Gabriel Bernasconi, a quelque chose à voir avec une capacité de l'olympisme de comprendre son époque ou d'être en retard? On parlait tout à l'heure de procrastination sur son époque. Bonjour à tous. Déjà, question... La première pour moi sur cette table ronde, c'est l'olympisme. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on utilise le mot pour définir, enfin pour qualifier le mouvement olympique, pour qualifier les Jeux olympiques. L'olympisme en tant que tel, il est défini par la charte olympique aujourd'hui. Pendant longtemps, il n'était qu'une idée olympique qui résidait dans le corpus des écrits de Coubertin et des sessions du CIO. Et il a mis du temps en réalité. Les principes fondamentaux, ils apparaissent en 1924 dans l'embryon de charte olympique et ils s'affinent progressivement. Le premier principe fondamental de la charte olympique définit ce qu'est l'olympisme, une philosophie de vie exaltant. Je ne vais pas la faire, elle est très longue. Un ensemble équilibré, les qualités du corps et la volonté de l'esprit. C'est une définition qui est intéressante dans sa longueur, parce qu'en alliant fait, le sport à la culture et à l'éducation, l'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des droits humains reconnus au plan international et les principes éthiques fondamentaux universels dans le cadre des attributions du mouvement olympique. Point barre. Point barre. C'est long. C'est long, mais c'est complet. C'est long et ça part de 2 phrases en 1924. Et c'est en ça qu'elle est intéressante, parce qu'en 2018, on rajoute les droits humains reconnus à l'international. En 2010, on rajoute la responsabilité sociétale. Dans les années 90, on est... je ne sais plus ce qui rentre et ce qui sort, mais ça n'arrête pas. Les amateurs, la notion d'amateur qui était dans le texte initial... le développement durable dans les années 90. C'est les notes que m'a filé Gabriel Bernasconi. Je fais le malin, mais en fait, c'est lui qui va tout dire. Et voilà, l'amateur qui était présent au départ disparaît à la fin des années 70 sur ce principe fondamental. Dans les années 50 apparaît la notion de contribution à une société pacifique. Et voilà, à la fin, en 1948, apparaît l'alinéa sur la non-discrimination pour des raisons politiques, religieuses, etc. Donc, ne serait-ce que l'évolution de ce principe fondamental montre une volonté d'adaptation. Après, est-ce qu'elle est réussie? C'est autre chose. Mais en tout cas, l'olympisme en tant que philosophie évolue. Et c'est vrai que le CIO a une tendance à la procrastination, mais il est pragmatique, il est raisonnable. Et même si il a le temps diplomatique, il analyse tout, il est aussi dans une instance universelle où je prends la question des droits de l'homme, je vais vous citer une anecdote. 2008, on est sur les Jeux de Pékin, on a les athlètes français qui souhaitent s'exprimer. L'idée d'un bracelet, l'idée d'un badge, on réfléchit, quoi comme badge, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, conseil d'administration, tout le monde en réfléchit, I love les jeux, enfin, il y a beaucoup de choses qui passent. Et je me dis, il faut qu'on s'appuie sur la charte, parce que la charte, c'est la seule chose qu'on ne pourra pas nous reprocher de mettre en avant. Et donc, on choisit, parmi les textes de la charte, pour un monde meilleur. Le président du CNOSF, Henri Sorando à l'époque, part à la réunion à l'AG des CNO, avec son badge, avec une envie de porter la voix des athlètes, et il revient vert. Voilà, il s'est pris une volée de bois vert pour le coup, parce que il s'est retrouvé face à des opinions différentes, avec des gens qui avaient une conception des droits de l'homme différents, qui demandaient à la France à quel titre vous pouvez vous exprimer sur nos droits de l'homme, sur notre perception, notre application des droits de l'homme. Et c'est pas la place. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il est revenu, le badge on l'a gardé, on en a plein, enfin on en a eu plein, on doit encore en avoir quelques cartons, et il n'a pas été porté. Tout ça pour dire que oui, le CIO il réagit avec pragmatisme, avec son temps de diplomatie, et
Une petite aparté par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le YMCA et puis sur les interactions. Il réagit aussi beaucoup avec son environnement. Et tout le début de son activité est marqué par une recherche de légitimation croisée entre institutions. Ça va être le scoutisme, ça va être le YMCA, ça va être toutes les internationales qui se créent à l'époque, à commencer par le Bureau international du travail, qui est la première convention que signe le CIO dès sa création quasiment. Le Bureau international du travail, celui d'Albert Thomas à Genève, c'est ça? Le BIT, oui. Ah oui. Ça, je ne savais pas que le CIO avait signé la charte du Bureau international du travail. Quasiment, je crois que c'est en 1995. C'est très rapidement après leur création. Il y a cette recherche de légitimation croisée qui va vraiment rencontrer une dynamique du moment, parce qu'on est dans l'ère de l'international. Le CIO lui-même, il est dans l'internationalisme, on l'a évoqué, c'est la nation. Dans l'évolution de l'olympisme, il y a ça. La nation, aujourd'hui, on parle de pays reconnus internationalement, enfin, j'ai plus la formule exacte, mais depuis les années 90, le CIO s'est coulé dans le moule du système international, de l'ONU, pour pouvoir assurer sa pérennisation. Et c'est vrai que les YMCA qui étaient déjà là, même en Extrême-Orient, en Philippines, les Jeux d'Extrême-Orient, 1908, ça vient des Philippines, qui est un mouvement qui est initié par les YMCA. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Mais en tout cas, cette interaction fait que le CIO est complexe et pour moi s'adapte. Parce que c'est amusant que ce terme de pragmatisme ait été avancé par Gabriele Bernasconi, parce que ton idée, Marianne, c'est que l'olympisme, c'est un pragmatisme. Oui, c'est exactement mon idée, c'est comme ça. À mon avis, c'est le terme qui permet de comprendre un petit peu, sur une relative longue durée, son attitude. C'est-à-dire qu'au fond, je mets de côté les principes, mais son ambition, c'est quand même que les Jeux olympiques, puisqu'il y a l'olympisme d'un côté, le jeu de l'autre, et les Jeux olympiques, demeurent la seule grande compétition multisport et internationale. Donc il ne faut pas qu'il y ait de concurrence. C'est aussi pour ça, par exemple, que l'URSS est intégré, parce qu'il y a la menace d'un olympisme concurrent, ouvrier, etc. Donc non, donc il faut qu'ils viennent chez nous pour qu'il n'y ait pas, comme il a pu y avoir la menace en 1936, donc au moment de Berlin-Barcelone. Et donc ça, c'est la première chose. Et donc ce pragmatisme, voilà, il faut qu'on soit les seuls, donc il faut qu'on touche le maximum de pays. Qu'on touche le maximum d'idéologie, d'une certaine manière, et le maximum de sport. Et pour ça, il faut être pragmatique. Et on recouvre en général les désaccords de la jeunesse, la paix. Qui est contre? Personne. Personne ne peut être contre, ou la jeunesse ou la paix. Mais je veux dire, Hitler disait aussi l'Europe de la paix, la paix en Europe va arriver. Les soviétiques, de toute façon, le mouvement de la paix, c'est exactement au moment où ils sont intégrés. Donc, voilà, c'est deux grands thèmes. Et les grandes fêtes de la jeunesse dans l'univers soviétique aussi. Donc, c'est les deux grandes. Donc, à chaque fois, d'ailleurs, là, j'avais trouvé aussi une formule au moment du 21 juin 1944, je vous ai parlé, où Edström dit « Il espère voir l'idéal olympique, chevaleresque, désintéressé, contribuer à rapprocher des peuples aujourd'hui déchirés. » De fait, c'était un petit peu déchiré. Donc, il y a toujours vous savez, ce que on m'a appris, c'est quand on avance quelque chose qui est contre personne, donc c'est que le concept est vide. En fait, je veux dire, si personne ne peut être contre, qui peut être contre la jeunesse et qui peut être contre la paix? En gros, quasiment personne. Donc, en gros, ça sert tout le temps, mais en fait, ça n'a aucun poids. Mais dans la durée, je dis bien dans la durée, donc tout ça est extrêmement simplificateur. C'est vrai que c'est toujours quelque chose qui va être, au moment de l'intégration du comité olympique allemand, de sa renaissance, c'est que, il y a largement les anciens nazis, ces deux anciens nazis qui resiègent au CIO, et c'est pareil, ils vont déposer une gerbe sur la tombe de Coubertin, ça c'est toujours efficace. Ils parlent de paix, de jeunesse, etc. Tout va bien. Tout va bien. Et donc, il y a effectivement, il porte la parole de la jeunesse allemande qui regrette la cruauté, etc. Et puis voilà, c'est réglé. Donc, je pense qu'il y a ce pragmatisme qui leur permet, en fait, de trouver des points d'accroche, aussi bien avec les soviétiques. Les nazis, je pense que c'est plus profond, leur adhésion. C'est pas que du pragmatisme, en tout cas pour le CIO de l'époque. Il n'y a aucune ambiguïté. Sur l'adhésion des dominions, je parle de l'Inde ou de tous les pays neufs qui émergent. Moi, j'ai regardé un
assez rapidement, mais toutes les réunions de la commission exécutive des années 40-50, voilà, à chaque session, il y a 5, 6, 7 pays qui rentrent des nouveaux comités olympiques. Et voilà, on ne s'occupe pas de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Il faut presque faire du chiffre pour conserver cet universel. Gabriel, en fait. avant que je donne la parole à Pierre-Louis Basse, je n'ai pas l'impression que vous êtes d'accord. Je suis un petit peu plus nuancé, notamment par rapport aux relations entre les colonies et les métropoles. Il y a beaucoup de demandes de CNO, enfin de création de CNO qui interviennent avant même l'indépendance, qui viennent de mouvements d'indépendance, qui justement se servent de cette création de CNO pour revendiquer leur légitimité à exister en tant que nation, etc. Et du coup, quand on regarde l'écart entre la création d'un CNO et sa reconnaissance, pendant toutes les années 50, il y a un temps qui est assez long, de 10-15 ans à peu près, qui se réduit progressivement. J'ai l'escargot, je te le donnerai. Ouais. Non, est-ce que pour Tunisie, qui se réduit quand même progressivement jusqu'à ce qu'être complètement en harmonie pendant les années 90. Mais après, pour le reste, je rejoins. Et en fait, par rapport au pragmatisme, le CIO, il fait d'abord sa politique. Quand on parle de, oui, le CIO fait la politique des États-Unis, fait la politique des Soviétiques, il fait d'abord sa politique. Quand Brundage, il se retrouve devant la commission d'enquête du Sénat sur l'infiltration des Rouges au sein du CIO, parce qu'il a interdit à Taïwan, enfin, le CIO a bloqué la participation de Taïwan aux Jeux de Lake Placid, de Squaw Valley, Brundage, potentiellement, on ne le sent pas vraiment communiste. Bon, et pourtant... Potentiellement, non. Voilà. Pourtant, il se retrouve face au Sénat à défendre le CIO sur cet aspect-là. Oui, c'est d'ailleurs une des particularités, pourrait-on dire, du CIO et du mouvement olympique, que d'avoir une puissance extra-étatique tout à fait considérable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette dimension où on est en dehors d'une organisation internationale telle que l'ONU, en dehors de toutes les grandes organisations internationales issues de l'ONU, et qu'on a une puissance de feu considérable. Ils ont rang de chef d'État quand même. Hein, quand ils... Oui. Mais je voulais juste marquer, c'est passionnant, moi j'apprends plein de choses avec vous. J'ai couvert une dizaine de jeux, hiver et été, et j'ai bien retrouvé, alors vous parlez de pragmatisme, Pierre parlait de chambre d'écho, on pourrait avoir inventé d'autres formules, mais pour en avoir couvert une dizaine, dont en particulier Barcelone 92, puis Atlanta 96, Atlanta, attentat dès notre arrivée, vous vous souvenez, Eastwood en a fait un film, bon... Et pour avoir un petit peu avoir écrit et réfléchi sur 56, Melbourne, 68 et 80, je voudrais juste ajouter ceci. Je ne sais pas si c'est du pragmatisme, mais j'ai le sentiment que les Jeux, non pas se contentent d'observer, mais sont... je ne sais pas s'ils ne voient pas, mais en tout cas, lorsque la société du moment leur dit « Oh, on est là », c'est toujours par des coups ou par des... Alors, je peux en citer, voilà, oui, hein, c'est la piscine toute rouge à Melbourne, où là, l'armée rouge est en train de liquider tout un peuple, et que là, brusquement, l'armée rouge fait son entrée dans la piscine de Melbourne. Hein, oui, et c'est le point. Oui, Isadore qui prend un coup de boule et qui a la tête ensemble. Bon, ça devient une image. C'est le point levé, en effet, de Tommy Smith et Carlos Norman, qui est une histoire en noir et blanc, c'est-à-dire qu'elle fait avancer beaucoup plus qu'on imagine. Norman est australien. Dans la chambre d'appel, il dit à Tommy, moi, votre badge Human Rights, je veux le prendre. Mais attention, tu vas avoir des ennuis. Il le prend, il est radié de l'équipe australienne. Et c'est Carlos et Tommy Smith qui le porteront en terre à Melbourne. Donc ça va bien au-delà même du point de Tommy Smith. Et puis l'autre, c'est le bras d'honneur de Kozakiewicz, parce que je trouve ça très intéressant, face aux caciques du PC qui sont là, dans la tribune. Mais voyez-vous, et ce que j'ai vu ensuite, moi, à Barcelone, qui était un prolongement de la Movida, finalement, parce que les Jeux de Barcelone ont été des Jeux festifs. Et l'Espagne, c'était Almodovar déjà, c'était en tout cas, je ne sais pas si son premier film est de 92, mais vraiment l'Espagne, l'Espagne fait la fête. Moi je me souviens, 86, sur les Ramblas, c'était une folie. Et c'était le prolongement de la Movida. Et 96, je me rappelle avoir une discussion avec Philippe Seguin, qui était un type qui connaissait bien le sport et qui l'aimait. Et il me dit, mais putain, c'est les jeux de Coca-Cola, c'est le marché du Temple, c'est déjà les mêmes. Mais à Atlanta, on était encore une fois en phase avec ce qui montait, c'est-à-dire la prise du pouvoir, déjà depuis belle lurette, mais du soft power américain,
Personne n'a bougé quand les pauvres, les worker power, étaient sous terre. Moi, je les ai vus, et je terminerai avec cette observation. J'avais une interview à faire avec Guy Dru, qui à l'époque était ministre, à la fin des Jeux, après les Jeux, à la fin des Jeux d'Atlanta. J'ai pris ma grosse voiture, comme ils ont tous aux États-Unis, là, avec un verre pour poser le Coca-Cola. Et puis j'ai traversé Atlanta et j'ai vu tous les caddies ressortir des souterrains. Les power workers. Des power workers, je les ai vus tous, par dizaines. Et je me suis dit, c'est pas si drôle que ça, les Jeux. Ça épouse son époque. Je crois qu'à Atlanta, il n'y a pas eu vraiment si ce n'est des mélanges Éthiopie-Afrique du Sud, mais il n'y a pas eu de coups comme ceux que je vous ai racontés. Mais ils étaient bien en phase avec cette période du fric et du terrorisme qui montait, puisqu'on a eu un attentat juste en arrivant. Fabien et puis Marianne. Fabien Archambault. Alors sur ce pragmatisme, la question s'est posée comment est-ce qu'on est passé de cette première américanisation sur en gros le sport amateur qui s'appuie pour les Américains sur leur championnat universitaire et avec des universités où la religion tient une place importante parce que ce sont généralement des universités protestantes, à cette deuxième phase de l'américanisation qui apparaît dans les années 80 avec l'ouverture au professionnalisme. Donc là en fait il faut voir que c'est une chose qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que pour les États-Unis, dans cette course froide aux médailles qui commence depuis 1952, c'est pas un problème que l'URSS soit tout le temps devant, sauf en 52 ou en 68 où là il passe devant, parce que ce qui compte dans le système médiatique américain, ce sont justement les grands sports universitaires américains. Donc c'est-à-dire les résultats en natation, en athlétisme et en basket. Et le tournant, c'est 1972, donc la défaite en basket en finale contre l'URSS, où là vous avez vraiment, alors, aux archives du CIO, on le voit très bien, il y a le pouvoir politique américain qui dit là ça suffit. C'est-à-dire que ce sport amateur américain n'est plus capable d'assurer notre suprématie dans nos sports. Et donc là, il y a une volonté d'étatiser le comité olympique américain et en gros de passer à une deuxième phase, puisque le sport amateur ne permet plus de concourir avec l'URSS dans les sports qui sont importants pour nous, ce seront les sports professionnels. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est comment le CIO réagit. C'est-à-dire que le CIO s'est totalement coulé dans ces valeurs protestantes américaines qui sont là depuis les années 30. Mais il y a un danger, c'est que la YMCA, elle voit qu'il y a ce mouvement vers la professionnalisation et elle essaye de torpiller le CIO, c'est-à-dire que, alors là c'est un personnage que j'ai découvert par le basket, qui est Renato Jones, qui est le secrétaire général de la FIBA, donc la Fédération internationale de basket, qui a été fondée par la YMCA en 1932 pour s'opposer aux grandes ligues américaines, et qui, en 1956, est rentré à l'UNESCO, a créé le Comité international des sports et de l'éducation physique de l'UNESCO, et alors là il faudrait investiguer c'est pas très loin les archives de l'UNESCO, on peut y aller voir. C'est qu'en 1979, il y a la Yougoslavie, pilotée par Renato Jones, qui propose de retirer les Jeux Olympiques au CIO et de les confier à l'UNESCO, pour justement maintenir le sport amateur. Et ça m'arrange, c'est marrant, j'hésite. Et en 81, ce sera le choix de cette deuxième américanisation dans laquelle on vit encore et qui explique la façon dont les Jeux sont organisés. Ouais, deuxième fois qu'on évoque la Yougoslavie, puisque tout à l'heure on a évoqué Sarajevo 84 et là on évoque effectivement la Yougoslavie dans ce moment de 79. Gabriel et puis Marianne. Oui, par rapport à l'UNESCO, c'est vrai que de sa création jusqu'aux années 90, en réalité il y a une situation conflictuelle entre le CIO et l'UNESCO et c'est assez impressionnant l'intensité qu'il peut y avoir sur et c'est là que la fin des années 80 va marquer la concorde entre le système onusien et le CIO et tout roule. Je voulais revenir sur la question des jeux concurrents et cette faculté qu'a le CIO à résister. Alors, il y en a plein des exemples. Les Ganefo, encore là en ce moment, on a aussi des jeux concurrents qui émergent. Le CIO a toujours résisté et il résistera a priori toujours tant qu'il a en place son système fédéral. Le fonctionnement du mouvement olympique, c'est ce que j'ai appelé dans ma thèse un système de vassalisation institutionnelle. C'est-à-dire que
le CIO reconnaît à chaque fédération ou à chaque comité olympique une légitimité d'action sur un périmètre qui soit territorial ou qui soit sportif. C'est un sport ou un territoire. À partir de cette légitimité, ils sont autorisés à être soit au programme olympique, soit à participer aux Jeux. S'ils ne peuvent pas, s'il y a une violation à un moment ou à un autre, eh ben, vous n'avez plus la légitimité, vous sortez. Et pour les athlètes, c'est la même chose. Les athlètes qui participent à ces grands Jeux, eh ben, on joue sur ce jeu de légitimité. Vous participez à ces Jeux, bah, vous ne serez plus légitime à participer aux Jeux Olympiques. Ah, ok. Et votre fédération, elle participe aux Jeux, eh ben, elle ne pourra pas aller aux Jeux Olympiques. Ah, ok. Merci. Au revoir les Jeux. Voilà, mais ça, j'ai quand même, parce que depuis ce matin, je me pose cette question et je voudrais vous la poser. Ça se décide comment ? Enfin, comment cette ambiance qui fait qu'effectivement, on est à la fois un pragmatisme, on accueille le maximum de gens dans sa maison, et puis ensuite on dit tu as le droit de sortir ou tu sors si tu ne fais pas la règle de la maison. Comment ça finit par se décider ? C'est-à-dire, il n'y a pas de charte écrite qui dit voilà, ça se passe comment ? Si, il y a une charte quand même. Non, mais il y a une pratique de ça. La charte, on parlait tout à l'heure de ces arguments qui sont amenés de temps en temps. La charte, c'est le bouclier de pureté. C'est ce qui permet d'aller, à un moment ou à un autre, sortir les grands principes et se sortir de situations. Oui, on sait très bien que toutes les religions du livre nous donnent des dogmes et puis qu'on ne les applique pas forcément. Elle sert juste de justificatif quand on a besoin, on veut sortir quelqu'un, on veut sortir une fédération, on veut sortir un sport, et hop, on prend la charte et on l'utilise comme telle ? Ou c'est plus compliqué ? Moi, je pense en tout cas, je parle de la période que j'ai étudiée un peu plus en détail. Il y a la commission exécutive, il y a des débats. Enfin, par exemple, sur la réintégration de l'Allemagne, qui peut paraître quelque chose d'extrêmement facile, etc. Mais la Belgique et les Pays-Bas vont être vent debout contre la réintégration de l'Allemagne et vont poser sur la table les souffrances pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'était la réalité du nazisme. Sauf que, effectivement, des fois, avec le recul, on se dit c'est passé facilement. Mais non, il y a des instances où ça délibère d'interprétation de la charte, éventuellement aussi, pour le coup, du pragmatisme. Qu'est-ce qui l'emporte ? Il y a ce terme qui est de Sylvain Dufraisse dans le numéro d'Esprit, qui est sur la stratégie de la sécurisation, que je trouve excellente sur l'olympisme. Il faut en permanence sécuriser le mouvement, sécuriser le mouvement, son pouvoir, son influence. Et ça, je trouve que ça va avec le pragmatisme, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez vrai. Et en fait, la deuxième intervention que je voulais faire, mais c'est plus une question que quelque chose, on parle tous là beaucoup de la fin des années 80, début des années 90, jusqu'au début, et notamment l'introduction avec un statut vraiment officiel du CIO au sein du mouvement onusien en 90 et tout, mais tout ça c'est quand même après la chute du mur. Et donc je me demande si la chute du mur, la entre guillemets fin de l'histoire, etc., n'a pas tout d'un coup rendu très audible cette espèce de discours très général, de pacifisme, de fraternité, la paix et la jeunesse, des appels à la jeunesse, etc. Donc je me demande si le rejeu du tournant du XXIe siècle, est-ce qu'il n'est pas aussi dans un esprit du temps ? Mais c'est une question que je pose, que je ne me suis jamais vraiment... Fabien, et puis Pierre-Louis. C'est que c'était pas la fin de l'histoire. Non, mais ça, on en est bien sûr. Mais à l'époque, non, mais bien sûr. Mais simplement, à l'époque, est-ce que ça n'a pas, par exemple, sur la trêve en 90, etc. Est-ce que ça n'a pas été servi par un climat ? En tout cas, vous allez en parler, on va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est 5 ans après Sarajevo. Et c'est quand même là, Sarajevo, c'est dire comment Sarajevo devient une nostalgie nostalgie, là pour le coup, du vivre ensemble. Oui, bien sûr. Il y a un très bon travail de Desport il y a quelques temps avec Elsa Millot et un photographe. On pense à. Oui, on pense. Moi, j'ai grandi enfant un peu là-bas. J'avais une sœur qui a été mariée en Yougoslavie. Et cette Yougoslavie, tu avais à ta table des Bosniaques, des Croates, des Serbes, des Monténégrins. Tout ça a explosé. Alors voilà, et c'était 5 ans avant la chute du mur. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Fabien Archambault. Oui,
Sur ce pragmatisme, en fait, il est depuis le début de l'histoire des jeux, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeux ont été conçus et voulus pour des raisons exactement inverses à celles qu'on imagine ils servent aujourd'hui. C'est-à-dire la fraternité universelle, la fête du sport et le sport pour tous, c'est exactement contre... Enfin, en tout cas, le sport pour tous, c'est évident que les jeux ont été construits contre. C'est au contraire réserver le sport à une élite aristocratique et empêcher sa démocratisation. Oui, mais c'est la surprise de voir que les sports prennent dans la masse et que d'une certaine manière, il faudra prendre en compte le fait que c'est pratiqué par la grande masse des Et donc, des Pierre de Coubertin illustre ce pragmatisme, hein, c'est que dans les années 20, il se rend compte que s'il veut que ces jeux continuent à exister, il va falloir changer en gros le dispositif théorique qui justifie l'existence des jeux. Et ensuite une très grande souplesse pour justement absorber tout ce qui se fait en dehors du CIO. C'est-à-dire que par exemple la fin de la cérémonie d'ouverture, de fermeture, de clôture des jeux, où les athlètes se mélangent, c'est-à-dire on n'est plus entre nations, et à un moment donné c'est la fraternité universelle. En fait c'était une chose qui était dans les Olympiades ouvrières, qui justement a été construite contre l'idée de nation, pour célébrer l'internationalisme. Et en 1956, quand c'est la délégation soviétique qui perturbe la cérémonie de clôture et qui essaye de reproduire ce rituel-là, le CIO le récupère tout de suite en disant mais en fait c'est nous qui étions à l'initiative et c'est très bien que ce soit comme ça. Et alors dernière chose sur la paix, en fait c'est pas le plus important pour le CIO. Enfin, ça le devient quand il n'y a plus l'amateurisme. C'est-à-dire que pendant 50 ans on a défendu l'amateurisme dans le sport. À partir du moment où on l'a abandonné, à quoi est-ce qu'on sert? Et c'est là qu'en fait la thématique pacifiste qui est déjà présente est mise en avant dans les années 90. C'est là qu'il y a le rapprochement avec l'ONU, le serment olympique, la trêve olympique, cette idée de trêve. En fait, c'est dans les années 90 que là, le CIO produit des textes en essayant de donner une réalité à quelque chose qui n'a jamais existé. Gabriel. Ouais, deux petites remarques. La première, c'était par rapport aux héros des jeux, aux images fortes des jeux. Et pour revenir justement au côté histoire et historiographie, on retient beaucoup Tommy Smith, on retient le bras d'honneur, on retient Jesse Owens, et au final, on retient des acteurs qui ont remis en question soit les organisateurs, soit le fonctionnement même des Jeux Olympiques. Et je trouve que c'est assez symptomatique de la manière dont le CIO arrive toujours à rebondir et à reprendre en main l'histoire, reprendre en main l'historiographie. Pierre-Louis Bast parlait tout à l'heure du spectaculaire intégré tel qu'il est pensé par Debord ou par Pasolini, c'est cela, c'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, y compris la contestation, devient un spectacle interne bien évidemment, à l'histoire du c'est mouvement. un passage seulement. Hein. Il me l'a dit, Tommy Smith, il dit, regarde, il y a cette médaille que je viens seulement de récupérer. On était en 2005, et il avait récupéré sa médaille qu'en 2000, 2001. Et je veux dire, c'est Tommy Smith, mais c'est en 1960 Wilma Rudolph, qui ne peut pas enfant se soigner parce qu'elle est noire, qu'elle est de Clarksville et qu'on lui dit « Mademoiselle, on ne va pas vous soigner parce que c'est interdit aux Noirs ». Et qui devient, 10 ans plus tard, championne olympique à Rome. Je veux dire, toutes les choses existent, mais c'est la société qui frappe à la porte. C'est pas le CIO. Le CIO, il prend c'est mon expression, mais à ce moment-là, il prend dans la goule ce qui se passe à l'extérieur et qui va... je ne vais rien vous apprendre sur 68 et sur les combats multiples des femmes. Enfin, je trouve ça assez symptomatique que ce qu'on retient toujours comme symbole fort des Jeux, c'est au final la contestation. Des symboles de rébellion ou d'opposition. Voilà, oui, parce que c'est une chambre d'écho un peu. Comme et par rapport au pragmatisme, une petite anecdote qui m'est venue là quand je vous écoutais. En 1952, donc il y a les Jeux d'Helsinki, on a l'arrivée des Soviétiques et on a la Chine populaire qui est apparu sur la scène internationale et qui, dans la dynamique socialiste et soviétique, veut participer aux Jeux. Et donc, Otto-Meyer, pour le coup, on parle beaucoup dans ses livres. Ça se discute en session, en commission exécutive surtout. Et puis, au final, ça se décide à Helsinki même, avec les Soviétiques qui, sur cette journée importante où ils reçoivent au fur et à mesure les délégations de Taïwan, de la Chine nationaliste, de la Chine populaire, des Soviétiques. Les Soviétiques disent, voilà, nous, on a l'armée qui est juste de l'autre côté de la frontière, avec les tanks qui sont tous là, à vous de voir. Donc le CIO dit, la Chine populaire, exceptionnellement, peut
peut participer, en attendant qu'on se décide sur le statut de son comité olympique, peut participer à ces Jeux d'Helsinki, et donc ils vont présenter un athlète qui symboliquement va... voilà. Donc comment se font les décisions? Des fois, c'est une manière un peu... Alors, on va donner la parole à la salle et en priorité à Gaël Rivière qui a réagi à la première table ronde et qui peut prendre la parole maintenant pour peut-être réagir à certains des propos qui ont été tenus dans cette discussion avant de vous donner la parole ensuite. Oui, effectivement, merci beaucoup pour cette table ronde très, très intéressante. Je vais faire comme tout à l'heure, piquer quelques thématiques et quelques termes qui ont été distillés tout au long de cet échange. Pour le premier, je ne résistais pas au plaisir de revenir sur cet échange de missives dont nous a été donné lecture entre le Comité national olympique français et le Comité international olympique, pour simplement dire que si aujourd'hui on considérait comme un interventionnisme démesuré que l'État contrôle la manière dont ces sous étaient dépensés par le mouvement sportif français, on s'étonnerait sans doute. Il suffit de penser au rôle de l'Agence nationale du sport au cours de ces dernières années, qui a eu un rôle d'interventionnisme assez important dans l'allocation des budgets aux sportifs en fonction des chances de médaille qu'ils avaient, pour se rendre compte du parallélisme ou du chemin parcouru, c'est selon, on choisira son parti pris. J'aimerais revenir aussi rapidement sur l'amateurisme qui a été évoqué durant cette seconde table ronde et durant la première également, pour dire que si l'amateurisme a un peu disparu du mouvement olympique, il est toujours un peu présent dans le mouvement paralympique, et même si en réalité dans nos pratiques on tend à s'en affranchir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'objectif des sportifs qui ne sont pas professionnels, c'est de le devenir, donc on voit bien l'évolution. Il reste toujours que cet amateurisme demeure en tant que valeur, c'est-à-dire qu'on la rattachera plutôt au mérite, en considérant que les sportifs qui réussissent en étant amateurs ont peut-être plus de mérite que ceux qui réussissent en étant des professionnels. Et en ce sens, la valeur d'amateurisme qui était jadis prônée par différents courants a demeuré sous une certaine forme. Elle reste aujourd'hui en tant qu'expression de mérite. Quelques mots également sur le pragmatisme des mouvements, pour dire les échanges qu'il y a eu m'ont beaucoup fait penser à l'exclusion des athlètes russes et biélorusses, qui a beaucoup fait débat ces dernières années dans les mouvements, dans les organisations sportives internationales. Et je crois qu'il faut dire aussi peut-être que d'abord beaucoup de pays ont investi évidemment le champ de ces organismes internationaux pour peser dans le poids des décisions, et on voit que ce pragmatisme est aussi une affaire d'hommes et d'influence, et que selon les fédérations, selon les organismes internationaux, eh bien le pragmatisme sera géographie variable entre l'IPC et le CIO, entre les fédérations internationales et le CIO ou l'IPC. On voit à l'œuvre ce pragmatisme à géométrie variable en fonction évidemment des rapports de force qui existent au sein de chacune des institutions. Et peut-être un dernier mot sur le spectacle que constituent les Jeux et la manière dont on utilise ce spectacle pour faire passer des messages, et peut-être une légère divergence sur l'apport de ces Jeux de Paris, en tout cas pour ce qui concerne la France. Je vais parler en particulier des Jeux paralympiques pour dire que, évidemment, d'abord une évolution notable qu'on a pu constater au cours de ces dernières années entre l'exposition médiatique qu'il y a pu y avoir dans les années précédentes et celle à laquelle on est parvenu aujourd'hui, puisqu'il y a une exposition médiatique beaucoup plus grande des Jeux paralympiques, mais surtout dans le traitement et dans l'appréciation du spectacle qui est offert. Jadis, on avait une focalisation sur le courage, la performance, non pas sportive, mais la performance humaine que cela constituait pour des personnes en situation de handicap de faire du sport. Donc on était focalisé sur la situation de handicap, sur le miracle que c'était pour des personnes en situation de handicap que disons, je vais être un peu brutal dans mon expression, mais que d'exister et d'oser se montrer.
Et on est passé progressivement, au fil du temps, avec les Jeux de Londres notamment, et puis maintenant avec les Jeux de Paris, à une appréciation, mais on le voit dans les commentaires, vous parlez tout à l'heure de l'intérêt qu'il y aurait à étudier la manière dont le sport est commenté à la télé. Eh bien là, c'est un objet d'étude tout à fait intéressant, puisqu'on voit dans la manière dont les commentaires sont faits de la performance sportive qu'on a basculé dans les Jeux paralympiques sur des commentaires qui s'intéressent davantage à la performance sportive et, disons, à la capacité par-delà la situation de handicap. Donc voilà, c'est quelques petites observations que... Merci beaucoup Gaël Rivière. Philippe Miseka. Oui, moi je voulais évoquer, à propos du pragmatisme, le fait que le CIO n'est pas le seul à vouloir protéger son précaré. Et quand on regarde les très grandes fédérations, notamment la FIFA ou l'UEFA, ce n'est pas du pragmatisme, c'est institutionnalisé par des statuts qui sanctionnent de manière extrêmement brutale toute tentative de dissidence, de contourner, voire de contester les réglementations qui sont prononcées. Je vais rappeler une anecdote assez célèbre. En 1993, il y a eu un scandale dans le football français qui s'appelait l'affaire VAOM, et l'UEFA a mis une pression considérable sur la Fédération française de football pour qu'elle sanctionne le club de Marseille, à peine si Marseille contestait le fait de ne pas pouvoir être qualifié dans, ça s'appelait à l'époque, ça ne s'appelait pas la Ligue des Champions, ne pas être qualifié en disant on exclura la Fédération française des compétitions internationales. C'est une interdiction. Alors là, ce sont des structures, on va dire, des associations de droit privé logées dans des pays à fiscalité réduite, favorable, hein, mais c'est pas du pragmatisme. Là, c'est vraiment une interdiction absolue qui joue sur la rentabilité économique que constituerait l'exclusion des championnats. Il suffit de regarder les statuts de l'UEFA, de la FIFA, qui prévoient qu'en signant ces statuts, et donc on a des fédérations nationales qui sont délégataires de la puissance publique et qui se retrouvent tributaires d'associations de droit privé pour l'exercice de leur activité. Donc c'est pas du pragmatisme, là c'est beaucoup plus, j'allais dire, combinatoire. On voit bien le juriste que tu es, Philippe. Qui veut prendre la parole? J'ai une question derrière, on va vous faire passer un micro. Attendez. Attendez, je vais le faire passer. Oui, bonjour, merci pour ces conférences vraiment très intéressantes. J'avais deux petits points par rapport à l'olympisme a-t-il su au fil du temps épouser son époque. On n'a pas beaucoup parlé du lien entre la Seconde Guerre mondiale et la création des Jeux paralympiques. Et je trouve que les Jeux paralympiques sont pour l'instant un peu absents de la discussion. Donc, mais bon, on en parlera peut-être après. Et aussi, on n'a pas parlé de l'attentat de Munich et vraiment de l'actualité qui se... Parce que voilà, les Jeux Olympiques, c'est censé être la fête... Avec violence dans le... Voilà, c'est l'actualité qui rentre avec violence, cette espèce de parenthèse enchantée que sont un peu les Jeux Olympiques en général, cette espèce de communion brutalement perturbée par cet attentat. Alors sur le paralympisme, est-ce que, Gabriel, il y a quelque chose? Oui. Alors déjà, je vais faire une réponse assez basique, mais on est sur une table ronde qui s'intitule l'Olympisme, a-t-il épousé, etc. Donc c'est vrai que, sur ce qui me concerne, je suis parti sur l'Olympisme. Après, si je m'écoutais, dans l'Olympisme, je mettrais le paralympisme. Et je pense que la finalité de ce qu'est l'Olympisme, c'est de recouvrir l'ensemble des pratiques sportives, quels que soient les pratiquants et quelles que soient les origines, etc. Parce qu'il faut rappeler, et peut-être tout le monde ne le sait pas dans la salle, qu'effectivement, l'organisation des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques n'est pas le fruit d'une même organisation. Le CIO n'est pas responsable de l'organisation des Jeux paralympiques. Il y a l'IPC qui organise les Jeux paralympiques et le mouvement paralympique et le comité international olympique qui gère effectivement les Jeux olympiques et le mouvement olympique. Je pense que l'aspiration finale de l'olympisme, c'est d'être unique de toute façon et de régner sur l'ensemble du sport.
Et ça aussi inclut, alors quand je dis régner, dominer, voilà, c'est pas forcément qu'une question de pouvoir, même si c'en est une, mais en tout cas de couvrir pour que tout le monde ait la même direction. Le mouvement sportif, le mouvement olympique, c'est le seul secteur d'activité au monde qui est structuré d'une manière assez cohérente à l'international et sur tous ses périmètres. Et c'est vrai que c'est en partie lié au fait que le CIO est arrivé quasiment avant toutes les fédérations internationales et avant tous les acteurs du sport. Et c'est cette particularité qu'il arrive à maintenir depuis 130 ans. L'olympisme s'est rapproché d'un paralympisme qui est né sans lui. Ils sont fusionnés en partie. Le chemin, il est en cours. La manière dont ça va se finir, d'un point de vue matériel, je ne sais pas, mais d'un point de vue institutionnel et philosophique, de toute façon, je pense que ça ne peut que se fusionner pleinement. Voilà. Et sur la question de l'arrivée de la violence par les Jeux de 72 à Munich, qui veut réagir, qui veut dire quelque chose, cette entrée Oui, moi je veux bien. C'était un petit peu le sens du titre du dossier d'Esprit. Quand l'olympisme est-il hors jeu, c'était en fait de prendre au mot les Jeux olympiques, qui mettent ensemble deux notions, le jeu d'une part et l'olympisme de l'autre, et de regarder jusqu'où l'olympisme, qui est donc devenu une espèce d'organisation internationale reconnue dans le système onusien, elle laisse encore une place au jeu, c'est-à-dire un espace clos et à l'abri du monde réel. C'était un peu l'idée, et donc de voir que la frontière est évidemment très très poreuse maintenant, mais qu'est-ce qui du jeu pèse sur l'olympisme, c'est-à-dire influence l'olympisme, et inversement, qu'est-ce qui dans l'olympisme influence le jeu. Je prends un exemple un peu brut, qui est... il n'y a pas 50 manières, enfin a priori, de jouer au football. Les règles sont les mêmes, qu'on soit brésilien, britannique, soviétique, chinois, etc. Donc ça, c'est le jeu, c'est-à-dire des règles universelles qui n'appartiennent qu'au jeu. Et puis à côté de ça, tous les discours qu'on peut porter sur les manières de jouer au football, on connaît le jeu comme ci, comme ça, sur une telle... Qu'est-ce que c'est le football champagne, oui, c'est ça. Jeu, bon, etc., enfin, etc. je passe. Enfin, éventuellement, je vous renvoie à Barthes au Tour de France comme épopée, où là, il y a tout ce qui peut être les manières d'assigner un style à toutes les nations du cyclisme. Bon, je reviens au centre. Et donc là, effectivement, Munich, mais aussi Hongrie, URSS à Melbourne en 1956, c'est vraiment l'irruption du réel sur le stade. En dehors de l'olympisme, on peut donner d'autres exemples. Finale de Coupe de France de football, Angers et, j'ai oublié l'autre, en 1957. Il y a un notable algérien qui est proche de la puissance coloniale, qui est assassiné aux portes du stade par des gens du FLN. Il y a un livre de Rachid Boudjedra qui relate cet attentat. Mais à l'opposé, il y a l'équipe FLN de footballeurs qui donc sort. Donc je pense que dans les situations les plus tendues, oui, il y a une irruption du réel sur le stade, ça c'est vrai, mais que probablement que le pragmatisme et une sorte d'universalisme œcuménique, appelez ça comme vous voulez, du CIO peut apaiser les tensions et faire accepter que ça ne s'exprime pas forcément sur le stade. Mais il y a plein d'exemples qui s'expriment de manière ou violente ou plus pacifique. Pierre-Louis, et là ça va bien au-delà des jeux. Je veux dire, c'est aussi une question maintenant qu'il faut se poser pour ce qui est de la massification médiatique. Alors on pourrait prendre comme comparaison finalement en termes de rythme la Coupe du Monde de foot, puisque là on est sur des rythmes qui sont les mêmes, tous les 4 ans. Bon, la rareté a disparu, c'est fini. Et moi je renvoie à Spielberg, il faut revoir le film de Spielberg Munich et écouter aussi les interviews de Mark Spitz à l'époque, qui est un extraordinaire champion en 72, juif, et qui parle. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'antisémitisme n'a jamais reculé, il est là, et il s'est exprimé à Munich, comme il s'est exprimé le 7 octobre, moi je le dis. Il s'est exprimé avec violence à Munich, bien évidemment, pendant ces Jeux, et c'était les Jeux. Mais ça transgresse vraiment l'organisation des Jeux. Je crois que c'est quelque chose, ça va bien au-delà. Voilà. Fabien ? Oui, alors Munich 72, c'est aussi la crise de croissance des Jeux. C'est-à-dire que les Jeux sont politiques. Enfin, une des raisons, au-delà de l'américanisation, c'est que depuis les années 20, ça devient le terrain d'affrontement des nations
entre elles. Donc c'est connu, hein, c'est les Jeux d'Anvers où on exclut les athlètes allemands, autrichiens et hongrois. Et donc ce ne sont plus des compétiteurs individuels, mais les représentants d'une nation. Et Munich, ce qui est assez impressionnant, c'est que on pouvait savoir qu'il y aurait un attentat. C'est-à-dire que les Palestiniens, enfin la fraction Armée Rouge, qui est active en Allemagne de l'Ouest depuis 1969, est allée dans des camps d'entraînement en Jordanie avec les commandos palestiniens. Donc, en gros, il y a des menaces. En fait, il y a un raté des services de renseignement. Pourquoi ? Et parce qu'en fait, il est inconcevable qu'on s'attaque aux Jeux Olympiques qui ne sont pas un événement... Enfin, qui sont en train de devenir un événement mondial. Et en fait, l'attentat le montre, c'est-à-dire que les commandos palestiniens investissent les Jeux Olympiques parce qu'ils en sont privés comme nation. C'est-à-dire qu'on est après 67 et surtout après Septembre Noir en Jordanie en 70, où en gros la perspective d'avoir une nation indépendante s'éloigne. Et donc là, en gros, c'est vous ne voulez pas de nous comme nation, on va rentrer par effraction. Et c'est là la crise de croissance, c'est qu'en fait, il n'y a aucune mesure de sécurité qui sont prévues parce que ça reste un événement un peu champêtre. C'est-à-dire que moi, mes parents étaient en 72 à Munich, ils étaient allés en camping-car. Ils étaient dans le camping à côté du stade olympique et tous les matins c'était tiens, qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui, et on se pointait au guichet, on prenait pour 5 marks un billet. C'était ça les Jeux Olympiques jusqu'aux années 80. C'est pas tout à fait ce qu'on a connu à Paris 2024, hein, mais enfin bon. Oui, bien sûr. Oui. 72, c'est le début de la sécurisation des Jeux. Vraiment. Ouais. C'est là qu'on va commencer à fermer le village et que ça va commencer à être l'espace complètement fermé qu'on a aujourd'hui. Et c'est là que le budget sécurité va commencer à gonfler aussi. Oui, non. Bien, on s'arrête pour cette deuxième table ronde. On se donne 10 petites minutes et on commence un quart d'heure et on commence la troisième table ronde qui sera la table ronde prospective. L'Olympisme face à un ordre international mouvant et aux menaces climatiques.